Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. À la une de l'actualité ce soir, près de 4 années après son décès, l'ancien commandant du 1er bataillon d'intervention rapide BIR va être enfin inhumé dans les prochains jours. On y revient. Aussi, le Togo progresse constamment dans la lutte contre les maladies les plus mortelles qui sévissent dans le pays. Le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme lui a de nouveau attribué un financement afin de soutenir ses efforts pour endiguer la propagation de ces maladies. D'autres détails dans ce journal. Au-delà de nos frontières au Sénégal, le report de la présidentielle a plongé le pays dans une grande fébrilité et la situation inquiète les opérateurs économiques. Les précisions dans un instant. Puis en République démocratique du Congo, la situation reste fragile dans la partie est du pays où les chefs d'état-major de 5 pays se réunissent depuis des jours. Nous y reviendrons. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Place au développement. Comme annoncé à l'entame de ce journal, près de 4 ans après son décès, l'ancien commandant du 1er bataillon d'intervention rapide BIR va être enfin inhumé dans les prochains jours. Cette annonce intervient quelques mois après le procès qui a élucidé les circonstances autour de son assassinat. Le récit de Bernard Quinvy. Assassiné dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 dans son bureau, le corps du désormais ex-commandant en chef du 1er bataillon d'intervention rapide BIR, le lieutenant-colonel Toussaint Bitala Madjoulba, sera remis à sa famille. Il sera inhumé selon plusieurs sources au cours d'une cérémonie prévue pour ce mois de mars. Des funérailles tant attendues depuis 4 années devraient rassembler des proches, des collègues militaires et des membres de ses communautés pour lui rendre un dernier hommage. En effet, une messe veille aura lieu le 6 mars prochain à Lomé, puis une autre à Sioux dans le Doufelgou et qui seront suivies d'inhumation le vendredi 8 mars, toujours à Sioux, son village natal. Pour rappel, le profil de la victime et les circonstances de sa mort ont jeté le trouble parmi les Togolais, d'autant qu'aucune piste concrète, personnelle ou professionnelle, n'a pris consistance pendant un long moment. L'autopsie du corps avait révélé une mort par balle. Après les enquêtes et suite à un procès, 5 personnes ont été condamnées, dont l'ancien chef d'état-major, le général Félix Abalo-Katanga, identifié comme le principal acteur du crime. 135,3 milliards de francs CFA, c'est le montant que la compagnie électrique du Togo CET, la communauté électrique du Bénin CEB et Amea Parois doivent verser à l'État togolais. Cette somme constitue des prêts rétrocédés par l'État en faveur des 3 entités, des dettes accumulées entre 2020 et juin 2023. En 2024, la compagnie énergie électrique du Togo CET, la communauté électrique du Bénin CEB et Amea Parois devront reverser à l'État togolais plus de 11 milliards. C'est une prévision de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique par rapport aux dettes que les 3 sociétés fournisseurs d'énergie électrique au Togo ont cumulées depuis 2020. De 2020 à juin 2023, Amea Parois, en charge de la centrale photovoltaïque de Blita, doit à l'État togolais 13,2 milliards de francs CFA. Sur la même période, la CEB doit rembourser 14,9 milliards. La compagnie énergie électrique du Togo CET, dans la même période, a été le plus grand créancier de l'État en matière d'énergie électrique. Elle doit à l'État togolais plus de 107 milliards. En réalité, ces 3 sociétés avaient tour à tour contracté des financements internationaux impliquant le gouvernement comme garant. Aux échéances, ces sociétés ne sont pas arrivées à payer leur part, obligeant ainsi le gouvernement à endosser les dettes en leur faveur. En 2018, le gouvernement avait signé un accord de financement de 22 millions pour la CET. En 2019, la BOAD avait accordé un financement de 7 milliards à Amea Parois. En 2020, 25 milliards de la BOAD sont encore allés à la CET. Selon le gouvernement, les risques de non-recouvrement de ces créances constituent une menace pour le budget de l'État, selon le rapport de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.
Parlons santé à présent. Le Togo continue de réaliser des avancées face aux maladies les plus graves sur son sol. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme lui accorde de nouveau une enveloppe destinée à appuyer sa lutte contre la propagation de ces maladies. Reportage. Le Togo se prépare de nouveau à rentrer en possession d'une nouvelle enveloppe à lui allouée par le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et le Covid-19 pour la période 2024-2026. Le nouveau montant alloué pour cette période est estimé à 86,7 milliards de francs CFA, ce qui constitue une augmentation de plus de 14% par rapport à la subvention du cycle 2021-2023. En effet, dans un premier temps, ce financement permettra de reconduire les programmes nationaux de lutte contre ces maladies et d'équiper la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, Kamej Togo. Puis, dans un second temps, consolider les acquis de la lutte antipaludique et d'accélérer la mise en œuvre des services de prévention et de soins de qualité dans la lutte contre les épidémies du VIH et de la tuberculose. Pour rappel, le programme avec le Fonds mondial avait permis au Togo de donner des traitements antipaludiques à plus de 500 000 enfants de 3 à 9 mois durant 4 passages dans les régions des savanes, de la Kara et centrale. Aussi, plus de 88 000 personnes vivant avec le VIH-Sida bénéficient gratuitement d'un traitement antirétroviral, ceci depuis 2002. L'éducation, l'enseignement et la formation en langue maternelle sont plus efficaces selon l'UNESCO. Depuis cette étude de l'organisme onusien, beaucoup de pays, surtout africains, s'attellent à la manière d'intégrer leur langue maternelle à leur système éducatif. Au Togo, la question a aussi intéressé des universitaires en cours de semaine. Kofi Cliquet pour les détails. Quelle incidence les langues maternelles ont-elles sur l'apprentissage et l'éducation scolaire des populations ? La question revient avec acuité dans les débats, surtout dans les pays africains où la langue maternelle est la moins tolérée dans les écoles et centres d'enseignement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, 40% de la population mondiale n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. D'après des études menées par l'organisme onusien, l'enseignement en langue maternelle est un facteur essentiel d'inclusion et d'apprentissage de qualité et d'amélioration des acquis de l'apprentissage et des performances scolaires. Or, les langues disparaissent par centaines à un rythme alarmant, s'accompagnant de la perte de tout patrimoine culturel et intellectuel. La question a intéressé aussi les universitaires togolais en cette semaine. Une conférence débat a réuni les acteurs du monde éducatif pour se pencher sur comment renforcer les capacités cognitives des étudiants et autres acteurs sur le potentiel qu'offre le numérique dans l'éducation, l'enseignement et la formation en langue maternelle. Selon l'UNESCO, l'éducation, l'enseignement et la formation en langue maternelle sont plus efficaces. À l'international, le report de l'élection au Sénégal a plongé le pays dans une grande fébrilité et la situation inquiète les opérateurs économiques. Sans perspective de sortie de crise, le pays s'enfonce un peu plus dans l'inconnu. Reportage. À Dakar, la corniche des Almadies regroupe de nombreux restaurants avec vue sur mer. Cet établissement attire généralement une clientèle d'affaires ainsi que des expatriés. Mais depuis l'annonce du report de la présidentielle le 3 février dernier, la fréquentation est en baisse. Si on calcule sur une clientèle qu'on est censé avoir habituellement, on pourrait presque annoncer un chiffre alarmant de plus de 45% de baisse. Maintenant, on va prendre des chiffres basés sur déjà la baisse qu'il y a eu par rapport à 2020, 2021 et tout ça. On se retrouve avec une baisse facilement de 18%. Dans le quartier Sandaga, au lieu du commerce, l'affluence aussi est faible. Depuis maintenant 3 ans, Abdourad Dien, commerçant, n'a cessé de voir son chiffre d'affaires diminuer. Il a chuté de presque 50% pendant cette période. Depuis les événements de 2021, nous avons des problèmes pour avoir de nouveaux fournisseurs à cause de l'instabilité dans le pays. Aucun fournisseur n'accordera sa confiance pour investir dans un pays instable. Cela a engendré beaucoup de pertes dans le secteur.
Le secteur du commerce subit en effet de lourds dommages lors des manifestations, sans aucune forme d'indemnisation de l'État. Et les crises à répétition depuis 2021 ont porté un coup très dur au secteur. De nombreux commerçants ont même dû fermer boutique. Depuis, disons, 2021 à nos jours, le chiffre d'affaires des commerçants, d'après nos enquêtes, a drastiquement baissé, jusqu'à, disons, 70%, ce qui est énorme. Même pendant la période du Covid, la baisse n'était pas aussi importante. Le Sénégal est l'une des économies les plus fortes de la sous-région, un pays important pour les investisseurs comme pour les bailleurs internationaux. Après le ralentissement enregistré sur la période post-Covid, la croissance du PIB est remontée à plus de 5,3% en 2023, notamment grâce au secteur gazier et pétrolier. Au Tchad, le chef de la junte au pouvoir depuis 2021, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé ce samedi sa candidature à la présidentielle du 6 mai prochain. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie organisée par la coalition formée en vue du scrutin par le MPS, le parti fondé par son père. Dans un ministère des Affaires étrangères hautement sécurisé, Mahamat Idriss Déby fait son entrée. Puis, sans surprise, au terme d'un long discours, moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. Le général de 39 ans devient candidat d'une coalition de 200 et quelques partis, dont l'UNDR de l'ancien opposant historique et ancien Premier ministre Saleh Kebzabo, et dirigé par le MPS, le parti de son défunt père, dans un contexte sécuritaire tendu, 3 jours après la mort de l'opposant Yaya Dillo, tué dans un assaut de l'armée au siège de son parti. Ce qui s'est passé à N'Djamena est malheureux, mais il faut le dénoncer avec toute l'énergie qu'il faut. Et nous sommes sûrs que les Tchadiens ont calmement pris la situation. Vous avez vous-même vécu ça à N'Djamena, vous êtes ici. Il n'y a pas quelque chose de particulier qui empêche cette campagne de se dérouler et que l'élection se passe normalement le 6 mai 2024. Cette candidature, c'est aussi un revirement. Après avoir pris le pouvoir, Mahamat Déby s'était engagé à le rendre aux civils, conformément à la charte de l'Union africaine. Il ne revient pas à l'Union africaine, je m'excuse, mais il ne revient pas à l'Union africaine vraiment de dicter la conduite à tenir aux Tchadiens qui se sont réunis, tous les Tchadiens réunis donc avec leurs représentants 1500 pour pouvoir décider que n'importe quel Tchadien, pourvu qu'il respecte les critères, puisse donc être candidat. En tant que militaire, le président de transition doit encore se mettre en disponibilité pour déposer sa candidature avant que la campagne ne démarre officiellement le 14 avril prochain. La situation reste toujours fragile dans l'est de la République démocratique du Congo, où les chefs d'état-major de 5 pays se réunissent depuis des jours pour trouver une stratégie militaire coordonnée afin de mettre fin aux hostilités. D'autres précisions dans ce qui suit. Une rencontre sur le champ de bataille pour remonter le moral des soldats. Les chefs d'état-major des armées des pays membres de la SADC se sont réunis à Goma pour la première fois depuis le déploiement des troupes dans le Nord Kivu. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Une réunion perturbée par les rebelles. Selon l'armée congolaise, 5 bombes sont tombées sur la zone visitée par les généraux, provoquant la mort de 3 civils. À Goma, certains voient cette démonstration d'unité comme un message envoyé au M23. C'est un signal fort que l'Afrique tient à l'intégrité territoriale de tous les pays membres. L'Afrique est solidaire avec les autres pays quand il s'agit des conflits. Pourtant, les rebelles ne cessent de gagner du terrain. Après avoir atteint Saké, ils se rapprochent désormais de Goma. La capitale du Nord Kivu est quasiment coupée du reste du pays. Les prix de l'alimentaire ont explosé. Le lac Kivu reste la seule voie d'approvisionnement.
Alors dans la société civile, la réunion des généraux de la SADC est vivement critiquée. Quand ils vont commencer à faire ces actions de combattre l'ennemi afin que nous puissions recouvrer la paix, c'est à ce moment-là où nous dirons que voilà, la SADC est venue nous aider. Mais jusque-là, nous ne sommes pas convaincus. Des forces armées jugées inefficaces et dont les critiques rappellent celles à l'encontre des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est. Un an seulement après leur déploiement dans l'est de la RDC, Kinshasa leur a ordonné fin 2023 de quitter le pays. Près de 2 ans après son décès, l'activiste zimbabwéen Mor Blessing Ali, membre de la coalition des citoyens pour le changement, le CCC, a été enterré suite à la libération d'un fonctionnaire détenu, ouvrant la voie à son enterrement. En effet, l'activiste a été assassiné et son corps a été retrouvé découpé en morceaux. Reportage. C'est entouré d'un cercle restreint que l'activiste zimbabwéenne Mor Blessing Ali a été enterré samedi. Assassinée il y a près de 2 ans, la militante de l'opposition était membre de la coalition des citoyens pour le changement, CCC. Sa dépouille était restée depuis lors dans une morgue du gouvernement. Les ossements de Mor Blessing Ali qui ont été mis au repos aujourd'hui ressusciteront. Ce pays sera témoin de la résurrection des os de Mor Blessing Ali. Sa mort ne sera pas vaine. Mor Blessing Ali, 46 ans, avait été enlevé en mai 2022 à la sortie d'un bar d'un quartier de la ville de Chitungwiza. Son corps, découpé en morceaux, a été retrouvé dans un puits de la région plus de 2 semaines plus tard, ce qui a suscité la colère. Ma sœur n'a pas été assassinée par une seule personne. Bien sûr, l'un de ses meurtriers, Pius Jamba, est sous les verrous, mais certains de ses complices se promènent toujours librement après avoir tué notre parente, abrégeant ainsi sa vie. Elle menait une vie normale, s'occupait de ses enfants et aider même tout le monde, c'est tellement douloureux. La peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de ce meurtrier enfermé était trop courte, nous ne sommes pas contents. Le fonctionnaire Job Sikala a passé près de 2 ans en détention provisoire et a été libéré en janvier de cette année après qu'un magistrat lui a infligé une peine de prison avec sursis, ouvrant ainsi la voie à l'enterrement d'Ali samedi. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.